Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Audrey Moisan et je suis chef de projet au sein du service innovation de la DITP. Donc bienvenue à vous tous pour ce troisième épisode des Mardis de l'innovation. Aujourd'hui, nous avons décidé de mettre à l'honneur un sujet très en vogue en ce moment, celui de la prospective. Alors, mais qu'est-ce que c'est que la prospective? Lorsqu'il s'agit de construire une stratégie d'innovation, les acteurs publics peuvent s'appuyer sur différents outils, comme vous le savez, et sur différentes méthodes. L'une des méthodes clés, si l'on veut répondre avec agilité et créativité aux besoins futurs des usagers et des agents, c'est d'intégrer une dynamique d'anticipation et de prospective dans la construction des politiques publiques d'aujourd'hui, mais aussi de demain. Mais alors, quelles sont les méthodes à utiliser lorsque l'on souhaite s'engager dans un exercice de prospective? Quels sont les acteurs à impliquer et de quelle façon? Quelles sont les méthodes que l'on préconise et quels sont les enjeux autour de la prospective? L'idée, c'est d'essayer de comprendre si des acteurs publics peuvent s'en saisir et de quelle façon ils peuvent s'en saisir. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à cette question et d'explorer les enjeux et les questions autour de la prospective à travers tout d'abord une introduction qui va nous permettre de mieux comprendre ce qu'est la prospective, les méthodes et les enjeux autour de la prospective et l'histoire de la prospective. Puis, nous allons croiser ce keynote avec deux témoignages plus concrets qui vont nous permettre de découvrir deux stratégies de prospective, l'une portée par une administration centrale et l'autre par une collectivité. Pour ce troisième webinaire, un petit rappel pratique. On est ensemble jusqu'à 11 heures, c'est-à-dire pour 1h30. Le webinaire sera disponible en replay ainsi que toutes les ressources partagées. Il ne faut pas hésiter à poser des questions sur le chat, c'est même très conseillé puisque nous avons aujourd'hui 3 intervenants et que nous allons consacrer une trentaine de minutes à la fin de ce webinaire à un temps de questions-réponses débat. Vos questions, nous les prenons au fur et à mesure. Vous pouvez les mettre sur le chat. Si vous souhaitez les destiner à un intervenant en particulier, n'hésitez pas à le préciser. Pour ouvrir ce webinaire, je vais maintenant laisser la parole à Philippe Durance, qui est professeur au CNAM, titulaire de la chaire de prospective et de développement durable. Philippe, je vous invite à prendre la parole. Bonjour. Bonjour. Je vais vous mettre en grand. Parfait. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, vous êtes titulaire de la chaire de prospective et de développement durable. Est-ce que c'est possible de nous expliquer dans un premier temps ce qu'est la prospective, l'histoire de la prospective en France, mais aussi à l'étranger, et dans un second temps, quels sont les enjeux et les objectifs de la prospective et pourquoi est-ce que en fait la prospective devrait être un outil d'importance lorsqu'on essaye de concevoir une politique publique, des stratégies de politique publique au sein des services de l'État? Ça fait beaucoup de questions en peu de temps, mais je vais essayer de répondre à tout ça, tant que faire se peut. Alors la prospective, déjà, c'est une pratique. C'est pas vraiment une discipline. Beaucoup de gens se posent la question de la discipline prospective, mais alors, bon, voilà, c'est vraiment une pratique faite par des acteurs. Alors un peu théorisée, évidemment, un peu enseigné forcément, donc un peu théorisé quand même, mais c'est quand même beaucoup de choses. Ça, en gros, ça recouvre trois aspects. Il y a un aspect méthode qu'on voit souvent, qui est assez classique. On aura l'occasion d'en reparler peut-être un petit peu. Puis après, il y a deux autres aspects qui sont complémentaires, qui fondent cette pratique-là. C'est une attitude. La prospective, c'est vraiment une attitude particulière vis-à-vis de l'avenir. C'est considérer que l'avenir n'est pas à découvrir, qu'il est plus à inventer qu'à découvrir, on va dire. Il est plus à construire qu'à subir. Donc c'est une place qui est donnée assez forte à l'action et aux acteurs. Et puis le troisième, on va dire, la troisième perspective qu'on pourrait donner à la prospective, c'est aussi le fait de fonder des discours sur le futur, sur l'avenir. Et ça, on en voit. Bon, alors, en ce moment, on est dans une période qui est assez propice au discours sur le futur, du fait de tout ce qui peut se passer, du fait de la montée de l'incertitude, on va dire. Donc la prospective, ça recouvre ces trois réalités-là, attitude, méthode et discours. Et en fait, c'est une forme d'anticipation. Donc nous, on a l'habitude de décrire la prospective comme une forme d'anticipation qui a un objectif, et vraiment un objectif qui est ancré à la fois dans ses pratiques, mais aussi dans les autres aspects, dans l'attitude, c'est fonder la décision, c'est éclairer la décision et l'action. Donc la prospective, c'est pas de la futurologie, voilà, ça sert pas à deviner un avenir
quel qu'il soit, comme ça pour se faire plaisir. C'est pas, voilà, on n'est pas dans le registre fantasmagorique ou dans le registre utopique. On est vraiment dans l'idée d'accompagner la décision, d'accompagner l'action, en faisant de l'avenir un objet à part entière. Alors c'est ça aussi une des spécificités de la prospective, c'est que c'est une des rares approches, on va dire, en termes stratégiques, qui considère que l'avenir peut être étudié, peut être exploré. Donc on fait un vrai objet. En général, quand on fait de la stratégie ou quand on fait de la décision ou du projet, tout simplement, évidemment, le projet, on le fait pour demain, on ne le fait pas pour hier. Mais c'est jamais explicite, cette dimension de l'avenir est jamais explicite. La prospective, de par ses méthodes, là pour le coup, en fait vraiment un objet d'étude à part entière, pour essayer d'explorer de manière assez systématique. Et puis tout de suite revenir sur le présent pour dire, bon voilà, on a exploré un peu les futurs, ce qu'on appelle les futurs possibles. Une fois que cette exploration est faite, qu'est-ce que ça nous dit pour nous aujourd'hui? En gros, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui? À quoi on doit se préparer? Donc, ce qu'on appelle la préactivité. Quels sont les changements attendus auxquels il faut absolument se préparer? Parce qu'il y a des choses qui sont parties, on sait que ça va arriver d'une manière ou d'une autre, parce qu'on est dans des systèmes parfois assez inertes. Et donc, à 2-3 ans, on est capable de savoir que les choses vont arriver, donc il faut s'y préparer. Et puis après aussi provoquer des changements souhaités. Et ça, c'est l'autre registre de la prospective, c'est ce côté volontaire, de dire, voilà, le futur qu'on veut, c'est celui-là. Donc ce qu'on va appeler le futur souhaitable. Et pour aboutir à ce futur souhaitable, voilà ce qu'il faut qu'on fasse dès aujourd'hui. Donc toujours un retour au présent. C'est en gros, l'avenir n'existe pas. Enfin, la prospective ne revendique pas l'existence du futur ou de l'avenir. Elle ne revendique que l'existence du présent. Par contre, elle prend l'avenir comme prétexte pour essayer de construire, voilà, de faire quelque chose qui soit constructif. Et donc collectif, forcément. Donc ça, c'est un autre aspect de la prospective, c'est que ce n'est pas une activité solitaire du tout. Donc quand on fait de la prospective, encore une fois, on n'écrit pas, enfin on ne fait pas de la futurologie, on n'écrit pas des histoires de l'avenir pour se faire plaisir. Donc là, on serait dans le registre de la littérature ou de la science-fiction ou de l'utopie même d'ailleurs. Il en faut aussi, mais c'est pas le registre de la prospective. Le registre de la prospective, c'est vraiment construire ensemble avec les acteurs impliqués. Et ça, c'est une revendication forte de l'école, ce qu'on appelle l'école française de prospective, qui a été fondée, si on en vient aux aspects historiques, là, qui a été fondée dans les années 50 par un philosophe qui s'appelait Gaston Berger. Alors, je pense que certains d'entre vous connaissent peut-être des lycées. Il y a quelques lycées techniques, notamment, qui portent ce nom-là encore en France. Il y a quelques rues à certains endroits. Donc Berger, c'était un philosophe, et un philosophe un peu particulier. Déjà, il agissait, vraiment son optique, sa perspective, c'était vraiment celle de l'action, même dans ses travaux théoriques, dans ses travaux philosophiques, c'était quelque chose qui l'intéressait, sur lequel il était complètement focalisé. C'était un disciple de Maurice Blondel, voilà, qui était le grand philosophe de l'action en France. Et en plus, il était, alors c'est là où les choses se rejoignent pour nous aujourd'hui, c'est-à-dire que Berger, quand il a formalisé la prospective, l'intérêt d'étudier l'avenir pour revenir sur le présent et agir, mieux agir, on va dire, il était directeur général de l'enseignement supérieur au ministère de l'Éducation nationale. C'est-à-dire qu'il était dans l'action et en plus dans l'action publique. Et tout son travail d'élaboration de la prospective va se baser sur une critique de la décision publique. Il va considérer que, alors on est dans les années 50, en France, en 55 très exactement, les premiers écrits datent de 55, dans une époque un peu particulière où tout va vite. Alors, une époque qui est très similaire à celle qu'on connaît aujourd'hui. Fort sentiment d'accélération, fort sentiment prise de conscience des interdépendances, de la complexité en fait des phénomènes, de l'interdépendance des actions entre les êtres humains sur Terre. Des inédits. L'inédit particulier, le premier, c'est la force nucléaire, donc l'explosion de la première bombe nucléaire 10 ans avant, donc en 1945, qui a été une vraie rupture anthropologique là pour le coup et qui a vraiment mis fin, qui a fait prendre conscience à l'homme qu'il était, aux êtres humains qu'ils étaient, à l'humanité qu'elle était dans un monde fini. Bon voilà, tout ce contexte-là fait dire à Berger qu'on ne peut plus décider de la même manière et que
Et que en gros, alors lui, quand il travaille sur des motifs pour des projets de loi et des trucs comme ça, il se dit mais c'est pas possible. En gros, quand on lit ces textes aujourd'hui, on se dit voilà, les 3 méthodes classiques d'aide à la décision auxquelles on a accès, elles nous tournent systématiquement vers le passé. Donc les 3, c'est bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est le précédent, l'analogie, la statistique, etc. Tous ces outils en fait qui sont plus du ressort de la prévision que de la prospective, elles nous ramènent au passé systématiquement. Alors que dans un monde qui est en accélération permanente, en complexité permanente, avec des impacts technologiques forts, de la convergence technologique forte, la seule certitude qui nous reste, en fait, c'est que demain sera forcément différent d'hier. Donc si on part du principe que demain est forcément différent d'hier, on peut plus se baser sur les techniques classiques d'aide à la décision qui nous ramènent systématiquement sur hier. Voilà. Parce que la technique, la première technique que Berger critique, c'est celle du précédent, qu'il connaît très bien, évidemment, dans son environnement. C'est pourquoi vous faites ça ? Parce qu'on a toujours fait comme ça. Oui, mais ça, le problème, c'est que dans un monde qui change, où les règles changent, où on n'a plus de repères, les modèles existants, ils ne fonctionnent plus. Donc il faut explorer autre chose, il faut essayer de faire autrement. Et donc il va poser la prospective et les bases de la prospective comme ça, dès 55, donc dès 1955. Et puis très vite, il est très proche des cercles du pouvoir. Il est entouré de Pierre Racine, notamment. Pierre Racine, c'est le directeur de cabinet de Michel Debré, qui est Premier ministre à l'époque, et aussi ancien directeur de l'ENA. Et Racine va militer pour une administration prospective. D'ailleurs, il va faire un très beau texte qui s'appelle l'administration prospective, qui va être critiqué d'ailleurs par certains universitaires par la suite. Où il voudrait justement former, on va dire, ou donner à l'administration un ensemble d'outils, pas que la prospective d'ailleurs. Quand il parle d'administration prospective, il y met aussi la prévision, il y met tous les outils d'aide à la décision qui émergent à cette époque-là, recherche opérationnelle, notamment prévision bien sûr à base de statistiques, parce que la prospective ne s'oppose pas à la prévision, elle vient juste compléter la prévision. Donc ça c'est vraiment le contexte d'émergence de la prospective en France. Et puis il y a une autre personne qui va jouer deux autres personnes d'ailleurs qui vont jouer un très grand rôle, c'est Pierre Massé, commissaire au plan, un de nos grands commissaires au plan, qui lui est un économiste et un prévisionniste, et donc il va faire l'effort et un gros travail d'articulation de la prévision et de la prospective, notamment pour la préparation du plan. Donc ça aussi, ça nous a donné des très beaux exercices et des très belles réflexions, plus théoriques, mais avec un impact quand même assez pratique. Et puis le deuxième, c'est Jérôme Monod. Alors Jérôme Monod, je pense que ça doit vous parler aussi. Donc c'était pas à l'époque, il n'était pas conseiller de Jacques Chirac, il était directeur de la DATAR, cette agence gouvernementale, on dirait aujourd'hui, qui avait pour objectif de travailler sur l'aménagement du territoire. Et c'est à la DATAR et sous le commandement de Jérôme Monod, avec la vision de Jérôme Monod, que les principales méthodes de prospective vont se développer. Voilà. Et ça en relation avec un cabinet de conseil. À l'époque, on n'appelait pas ça un cabinet de conseil, mais ça serait le cas aujourd'hui, qui s'appelait la CEMA, qui existe toujours sous une forme très différente aujourd'hui, autour de Capgemini, CEMA-Cap, Capgemini, Sogeti, etc. Donc ça, c'est des origines. La CEMA, c'était une société d'études fondée par des ingénieurs et dirigée notamment par un ingénieur, un polytechnicien qui s'appelait Jacques Le Sourne, qui est décédé il y a quelques mois, qui était mon directeur de thèse d'ailleurs, qui était professeur au conservatoire aussi, qui a mis en place, en gros, qui a permis le développement des méthodes dans son entreprise, en relation avec la DATAR principalement. Voilà. Du coup, ce que vous nous expliquez très bien, là, c'est qu'en fait, la prospective, ça fait 50, 60 ans que c'est considéré par certains comme une aide décisionnelle à la construction de politiques publiques. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui existe en France depuis un moment déjà, avec des textes de référence philosophiques pour certains, mais beaucoup plus pratiques et dans le concret dans l'autre, avec des décisionnaires publics qui voyaient un intérêt stratégique. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que ça, entre guillemets, pour quelqu'un qui
suis plus jeune. On a l'impression qu'à chaque fois, il y a toujours des nouvelles technologies, qu'il y a l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, etc. Mais en fait, ces innovations de rupture, ça fait quasiment 100 ans que tous les 10 ans, il y a une nouvelle innovation rupture qui va remettre en question les usages et les habitudes de tout à chacun. Et en fait, c'est à l'action publique aussi de réfléchir en se disant, OK, bon, bah là, il y a cette innovation qui arrive. Dans 10 ans, ça va avoir un impact parce que ça va être généralisé. Comment est-ce que moi, tout de suite, je peux l'intégrer dans la construction de mes politiques publiques, dans les réflexions, dans mon plan stratégique, parce que ça va arriver. Donc, autant que ça arrive de manière envisagée, qualitative, pour pouvoir vraiment en faire quelque chose de simple, plutôt que, en fait, attendre que ça me tombe dessus dans 10 ans et je ne sois pas en mesure de vraiment pouvoir appliquer, enfin, modifier ma position en tant qu'acteur public et que c'est une possibilité. Ok. Et du coup, moi, j'ai une autre question. Donc ça, c'est très, très clair. Par contre, si moi, en tant que chargée de mission ou personne dans une administration centrale, collectivité, etc., je suis chargée là de mener à bien une réflexion de prospective sur quelque chose qui touche à mon périmètre, sur quoi est-ce que je peux m'appuyer? Est-ce que je m'appuie sur de la veille? Est-ce que je m'appuie sur au niveau de mon périmètre, sur la veille internationale? Est-ce que je vais faire des scénarios? Comment est-ce que je fais si je suis novice et en fait je commence à m'intéresser à cette posture, parce qu'on a dit que c'était une posture de la prospective? Sur quoi est-ce que je peux, comment est-ce que je fais, sur quoi je m'appuie? Alors, déjà, quand on est novice, il faut apprendre. Hein, donc, merci pour la perche. Mais donc, au conservatoire, alors, je disais que ce n'était pas une discipline, la prospective, tout à l'heure. Donc, c'est vraiment pas une discipline dans le sens où ça ne s'enseigne quasiment qu'au Conservatoire national des arts et métiers. Ça fait 40 ans maintenant que le conservatoire porte cet enseignement-là. Donc avec différents niveaux de formation, ça va du diplôme d'établissement jusqu'au master, voire au doctorat. Hein. Moi, j'ai des doctorants aujourd'hui qui travaillent sur ces sujets-là. Bon, voilà, donc déjà, il y a ça. Il y a le fait qu'on peut, on peut apprendre. On peut apprendre à se servir, on peut apprendre l'attitude à travers des enseignements, on peut apprendre les méthodes aussi. Après, une fois qu'on a appris, deuxième chose, c'est effectivement maîtriser les méthodes et mettre en place un dispositif de prospective. Alors là, il y a plusieurs possibilités. Ça dépend ce qu'on veut faire en fait. Hein. La prospective, c'est vraiment, on peut la voir comme une boîte à outils. Il y a plein d'outils, plein de techniques, plein de méthodes qui sont disponibles et en fonction de l'objectif qu'on a, de ce qu'on veut faire, on va mobiliser telle ou telle méthode. Quand on fait alors ce que j'appelle moi à tort d'ailleurs, hein, c'est pas bien de dire ça, mais quand on fait de la vraie prospective, alors c'est pas de la vraie prospective, mais quand on revient au fondement de ce que devrait être la prospective que j'ai expliqué tout à l'heure, que j'ai présenté tout à l'heure, c'est à savoir construire une stratégie, enfin aider à la décision, éclairer la décision, éclairer l'action de manière participative avec les acteurs concernés pour faire donc de la stratégie. Bah ça, effectivement, ça nécessite de mettre souvent en place toute une batterie de méthodes et ça passe souvent par la méthode des scénarios, donc par l'écriture de scénarios, qui est vraiment une méthode clé hein, en prospective. Donc là où on va raconter des histoires effectivement de l'avenir, mais de son avenir à soi en tant qu'acteur, enfin de l'avenir dans lequel on risque d'évoluer dans les années à venir en tant qu'acteur, en tant qu'organisation. Et puis, une fois qu'on a raconté ces histoires, eh bien, on va se dire qu'est-ce que ça nous pose comme enjeu à nous, organisation publique par exemple, territoire, etc. Voilà. Par exemple, là, vous parliez de l'intelligence artificielle tout à l'heure. L'intelligence artificielle, ça concerne tout le monde, évidemment, mais de manière différente. Donc l'intérêt de faire de la prospective, c'est de personnaliser aussi son approche des grands sujets, on appelle ça des mégatrends par exemple, en ce qui concerne l'intelligence artificielle, et de se dire, bon voilà, moi, dans mon métier, dans mon activité, dans ma mission, qu'est-ce que l'intelligence artificielle va pouvoir changer? Ça peut faire l'objet d'un scénario. Et une fois qu'on a écrit cette histoire-là, de manière très rationnelle, hein, encore une fois, on n'est pas dans la science-fiction, donc les méthodes sont là justement pour garantir un aspect, enfin une rationalité maximum, en sachant qu'on ne peut pas être complètement rationnel sur ces sujets-là, mais en tous les cas, essayer d'être assez systématique et puis de faire une analyse qui soit vraiment qui soit fine. Une fois qu'on a fait ça, on peut se poser la question des enjeux et puis chercher à répondre aux enjeux en disant voilà, qu'est-ce que je vais mettre en place comme stratégie, comme plan d'action pour répondre à ces enjeux. Voilà. Et ça marche aussi bien pour les entreprises que pour les territoires. Après, il y a des formes plus simples de prospective, notamment d'études. Alors dans l'administration en France, on a quelques grands ministères qui ont des directions études, prospectives,
souvent ça tourne autour de ces sujets-là, et qui font, alors je pense notamment au ministère de l'Agriculture, qui fait une très très belle production de prospective, qui a une grosse cellule, une importante cellule de prospective, et qui fait des études. Donc là c'est encore un autre registre, on prend un sujet. Là, on n'a pas besoin des acteurs. Enfin, c'est pas l'objectif, c'est pas d'impliquer des acteurs concernés, c'est de prendre un sujet, une thématique, et puis de l'explorer de manière prospective pour là aussi déterminer quelques enjeux clés pour l'action publique, voir un peu ce qui peut se passer. Ça peut être de l'analyse tendancielle, c'est-à-dire la poursuite de tendances pour voir où on va dans les 10 ans qui viennent sur tel ou tel sujet. Voilà. Donc ça, c'est en gros les deux. Alors là aussi, ça passe souvent par des scénarios. Donc la méthode des scénarios, on a d'ailleurs au conservatoire un cours qui est dédié qu'à ça, à la construction des scénarios prospectifs. C'est vraiment un outil central. Donc du coup, la construction de scénarios, ça c'est quelque chose qui est central à la prospective. Ce qu'on comprend bien, c'est que c'est quelque chose qui s'appuie sur une analyse pluridisciplinaire, très factuelle, etc. Aussi, qui vient compléter, j'imagine, une veille des tendances, des innovations. Pour ceux qui ne le savaient pas, et moi-même je ne le savais pas avant, il faut bien comprendre que, et là, le mois prochain on parlera de design fiction. Le design fiction, c'est une façon de parler de prospective, mais ce n'est pas la seule. Et en fait, on peut faire des scénarios qui ne sont pas du design fiction, qui sont des choses beaucoup plus factuelles. Et moi, en tout cas, en vous écoutant, ce que je comprends, c'est que le scénario, ça permet de se projeter dans un contexte à 10, 15, 20 ans qui est très plausible et en fait de mesurer les enjeux, qu'est-ce qui peut être intéressant, qu'est-ce qui n'est pas intéressant, quels sont les dangers, comment est-ce que je peux répondre aux dangers, comment est-ce que je peux valoriser telle ou telle chose. Donc en ça, c'est un outil hyper important pour les gens qui sont décisionnaires. Moi, j'ai une autre question. Est-ce que vous voyez des différences en termes d'enjeux et d'objectifs entre une stratégie de prospective pour un acteur privé, puisque la plupart des acteurs privés font de la prospective, en fait, ne serait-ce que pour anticiper les besoins et les usages de leurs clients et pour pouvoir toujours développer des choses qui vont être tendance et achetées, de façon assez simple et vulgarisée, bien sûr. Comment est-ce que, quelles seraient les différences entre une stratégie d'innovation pour un acteur privé et public et pourquoi, éventuellement, est-ce que réfléchir à une stratégie d'innovation dans le cadre d'une thématique de politique publique, c'est potentiellement plus complexe que dans le privé? Alors, il y a une grande différence, c'est la structure organisationnelle. C'est-à-dire que quand on est. Alors, après, ça dépend. En fait, nous, on fait pas vraiment de différence publique-privée. On fait différence en termes de type d'organisation, de mode d'organisation. Donc, soit on peut être très bien dans des entreprises publiques comme des entreprises privées, où là, c'est plus simple, entre guillemets, parce qu'on a une structure, on a une organisation déjà prédéfinie, on a une forme de hiérarchie. Voilà, donc on peut obtenir une participation aussi. On peut, voilà, le seul, on va dire le seul critère de succès, c'est que celui qui est tout en haut, celui qui décide d'y aller. Voilà, si on n'a pas l'aval du chef, du grand chef, c'est compliqué de faire de la prospective dans une entreprise, qu'elle soit publique ou privée. Bon, voilà. Par contre, quand on a l'aval du grand chef, là, pour le coup, ça va tout seul parce que ça embarque aussi les équipes. C'est aussi une manière de faire de la motivation en interne. C'est aussi une manière de sortir un peu la tête du guidon, prendre un peu de recul pour essayer de voir un peu ce qui pourrait se passer dans les années à venir. C'est participer aussi à la stratégie. Donc, un peu, c'est une forme d'engagement aussi dans l'organisation. Après, la différence, on l'a fait avec des organisations qui sont beaucoup plus diffuses, donc moins hiérarchiques, on va dire. C'est notamment les territoires. Mais c'est vrai aussi dans le milieu privé, dans le domaine privé, on a aussi ça. Donc en fait, on agglomère des acteurs qui sont concernés, ce qu'on appelle des parties prenantes, qui sont concernés par le sujet, qui sont concernés par le territoire, qui vivent sur le même territoire, par exemple. Et là, il n'y a pas de relation hiérarchique, il n'y a pas d'organisation structurée, il n'y a pas forcément, voilà, il n'y a pas d'équivalent avec ce qu'on peut trouver dans une entreprise. Et là, c'est beaucoup plus complexe. Parce que forcément, il faut obtenir l'attention de chaque partie prenante, il faut garder l'attention dans la durée, il faut s'assurer que tout le monde soit là, il faut s'assurer que tout le monde puisse parler de la même manière, etc. Donc, alors les méthodes sont les mêmes, globalement. Par contre, c'est les dispositifs d'ingénierie. Enfin, on fait ce qu'on appelle une ingénierie de démarche prospective. Donc les dispositifs sont pensés de manière différente. On n'accorde pas la même attention aux mêmes choses quand on est dans des environnements comme ça multi-acteurs que quand on est dans une organisation plus simple, on va dire, qu'elle soit publique ou privée, mais de type entreprise.
Oui, en fait, ce que vous nous expliquez, c'est que comme pour une stratégie d'innovation qui peut être basée sur un autre outil, par exemple, si je souhaite répondre à un défi de l'action publique qui va impliquer différents acteurs, ce qui est quasiment toujours le cas, et que je veux tester une expérimentation sur un territoire, c'est extrêmement compliqué parce qu'il faut mettre tous les acteurs autour de la table, il faut que tous les acteurs aient envie de le faire, il faut que ensuite ça tienne sur la longueur, et puis il faut aussi comprendre qu'il y a des jeux parfois de compétition, de pouvoir, et en fait, tout ça Contrôle, ouais. qu'on a dans n'importe quel défi d'innovation publique, et ce qui fait que c'est compliqué d'innover, en fait, on le retrouve aussi dans une démarche de prospective de la même manière. Absolument. Ouais, non, mais voilà, tout est une question de donner la possibilité aux acteurs de s'exprimer, de participer. Alors là aussi, il y a une acculturation, hein. Bien souvent, il y a une appropriation, c'est-à-dire que ça commence par expliquer souvent aux acteurs ce que c'est que la prospective, à quoi ça sert, à quoi ça va leur servir. Aujourd'hui, moi, je suis dans des dispositifs multi-acteurs, par exemple, de prospective dans le milieu agricole, pour pas être plus précis. Bah, clairement, là, on est sur une filière qui est très complexe, avec des jeux d'acteurs parfois très compliqués aussi. Voilà, donc le discours principal, c'est de dire aux acteurs, bah, si vous participez à cette démarche prospective-là, non seulement, enfin ça va, vous allez pouvoir chaque acteur va pouvoir en tirer quelque chose. C'est-à-dire des scénarios, une fois qu'ils sont écrits pour l'ensemble des acteurs. Ils ne sont pas écrits que pour une catégorie seulement des acteurs qui participent. Donc chacun peut repartir avec les scénarios chez lui, entre guillemets, et puis en faire son miel, en faire ce qu'il souhaite en faire, pour lui-même avoir une démarche, une approche prospective spécifique de son côté. Voilà. Donc ça, il faut montrer aux acteurs que c'est gagnant-gagnant, en fait, hein, qu'ils ont tout intérêt à participer à ça, parce qu'on est dans de l'intelligence collective, on est dans de la co-construction, et donc chacun peut y retirer, et à titre personnel, et à titre institutionnel, on va dire, quelque chose. Merci beaucoup pour ce témoignage. C'était très éclairant. Je vois que alors, les participants posent énormément de questions sur le chat, donc ne vous inquiétez pas, on va prendre un temps à la fin pour poser vos questions à Philippe et aux autres intervenants, parce que vous allez voir que les autres témoignages vont nous apporter d'autres points de vue, et du coup, peut-être que certaines de vos questions, en fait, vont être répondues par d'autres intervenants. Mais ne vous inquiétez pas, on va les prendre à la fin. Merci pour toutes ces informations, et c'est vraiment hyper intéressant. Moi, j'ai noté toutes les références que vous avez données. À titre personnel, ça m'intéresse beaucoup, et on va les repartager aussi sur le chat à la fin si on a le temps, et sinon ce sera avec le replay dans les sources. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, on ne perd pas toute cette matière. On va maintenant introduire notre second intervenant, Jean-Baptiste Collat, qui travaille à l'Agence Innovation Défense. Donc, on a dit qu'il y avait des ministères qui avaient des vraies stratégies de prospective, et le ministère des Armées en fait partie, comme le ministère de l'Agriculture. Et du coup, peut-être que vous avez entendu parler déjà de la Red Team. Donc, du coup, Jean-Baptiste va pouvoir nous parler un petit peu plus en précision de ce que c'est que la Red Team, quel est ce dispositif, et plus largement des enjeux autour de la stratégie de prospective du ministère des Armées. Ça s'appelle le ministère des Armées maintenant, je continue d'appeler la Défense. Mais on commence par introduire le sujet avec une petite vidéo pour vous montrer un petit peu de quoi il s'agit.
Bonjour Jean-Baptiste, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de la Red Team, de ce que c'est, des objectifs, de l'historique du projet? Bien sûr. Déjà, merci beaucoup pour votre invitation. Merci de donner l'occasion de partager sur ce beau projet qui est la Red Team Défense. Donc, la Red Team Défense, aujourd'hui, c'est un programme du ministère des Armées qui vise à accompagner la réflexion des menaces futures qui pourraient viser la France à un horizon programmatique qui est de l'ordre de 10 à 40 ans, c'est-à-dire 2030-2060, par des auteurs de science-fiction. Voilà, donc c'est une initiative qui est inédite pour le ministère des Armées, qui est unique en Europe et qui s'inspire notamment du principe du Red Team qui a été initié par les États-Unis dans les années 60-70, où des équipes de soldats du ministère de la Défense américain s'entraînaient à reprendre tous les codes de leur ennemi de l'époque, qui était le bloc soviétique. Et donc, ils s'entraînaient à imaginer, avec les technologies, avec les matériels, avec les doctrines et l'organisation russe, les pires scénarios qui pourraient venir bousculer l'armée américaine. Et donc, en 2020, 2021 maintenant, eh bien, le but pour le ministère des Armées, ça a été de recréer ce concept. Et là, pour le coup, ce ne sont pas des militaires qui imaginent des menaces, mais ce sont des auteurs, des scénaristes, des dessinateurs de science-fiction qu'on a été chercher, qui sont venus partager leur vision et qui travaillent aujourd'hui à imaginer les menaces futures des armées, mais également de la France. Et donc, comme on le voit à l'écran, l'initiative a été conduite et proposée par le directeur de l'Agence de l'innovation de défense, qui est Emmanuel Kiva, et a été inscrite dans notre document de référence qui s'appelle le DROID, un document de référence et d'orientation de l'innovation de défense, et donc qui nous a permis de fixer un cap, un objectif sur cette démarche. Et donc le but, c'est de rassembler l'ensemble des acteurs du ministère des Armées dans ce programme. Donc on va retrouver l'état-major des armées, l'ensemble des armées. On va retrouver également la Direction générale de l'armement, qui est une entité au sein du ministère des Armées qui est notamment en charge de l'équipement et de la recherche technologique pour l'ensemble des armées, et puis du soutien à la base industrielle et technologique de défense, donc notre industrie de défense. On va retrouver également la Direction générale des relations internationales et de la stratégie, qui, elle, est en charge d'analyser toutes les problématiques géopolitiques et qui est également toute une qualité en termes de veille sur les différents pays et sur les menaces, les risques et la prospective notamment de défense. Et donc avec ces acteurs, eh bien, on est parti sur une caractérisation d'un programme qui pourrait justement aller plus loin que la simple prospective, la simple anticipation telle qu'elle était jouée au sein du ministère des Armées, qui est évidemment très complète, qui a toutes ses forces et qui permet notamment avec des chercheurs de très bon niveau de regarder un petit peu ce qui peut se passer dans l'avenir. Mais là, avec la Red Team, on était sur un focus un peu différent. Il s'agissait vraiment de désaxer, de défixer les recherches qui étaient menées au sein du ministère des Armées sur ces menaces. Et donc, si on était resté à l'intérieur du ministère, on était persuadé qu'il y avait des biais, que ce soit des biais dans les conflits qu'on peut imaginer, dans nos capacités de riposte, dans nos capacités à justement réfléchir à des problématiques qui ne nous concernent peut-être pas forcément en premier lieu, mais qui vont toucher les armées finalement. Et donc, il était pour nous tout à fait obligatoire d'aller chercher des gens qui étaient à l'extérieur du ministère des Armées pour penser cet avenir. Et des gens, évidemment, qui ont des capacités de narration, des capacités de réalisation de scénarios, qui sont capables de raconter des histoires. Et donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important de nous entourer de ces auteurs. Donc, on les voit ici. Donc, on a une dizaine d'auteurs qui sont rassemblés dans une équipe et qui travaillent à la réalisation de scénarios de menaces. On a 2 auteurs qui sont aujourd'hui anonymes. Ils ont souhaité garder l'anonymat et
Et puis, on a des auteurs qui sont maintenant connus publiquement et qui sont des auteurs tous qui ont réalisé soit des ouvrages de classiques de la science-fiction maintenant, ou que ce soit aussi des bandes dessinées. On a par exemple Françoise Putten, qui est le dessinateur des Cités Obscures, mais qui a lui aussi travaillé par exemple sur des épisodes de Black et Mortimer. On a également une designeuse qui nous permet d'alimenter par le dessin, par des représentations vraiment très fortes, imagées de ce qui est inventé, parce que l'une des priorités également du programme Red Team Défense, alors certes, il y a la scénarisation, certes, il y a raconter et imaginer des histoires différentes, mais il y a aussi la représentation et la manière dont on va restituer l'ensemble des travaux qui ont été conduits, puisque la ministre des Armées, Florence Parly, qui a lancé officiellement ce programme en décembre 2020, dans ses propos, a parlé à la fois de quelque chose de très sérieux comme initiative, mais elle a également parlé d'une notion d'aller bousculer les armées et d'encourager les armées justement à réfléchir autrement sur ces menaces. Et donc la meilleure manière de les faire réfléchir autrement, de les bousculer, eh bien, c'est de les confronter à ces scénarios de la manière la plus concrète et crédible possible. Et c'est pour ça, et on va le voir tout à l'heure dans les scénarios qui ont été rendus publics, qu'il y a tout un travail avec une direction artistique, avec des équipes de vidéastes, avec des équipes qui vont vraiment tangibiliser par ce qu'on appelle des artefacts, par des objets, les scénarios imaginés pour les faire vivre à l'écran, pour les faire vivre aussi physiquement. Alors, en ce moment, c'est un peu difficile, mais on a des impressions 3D, par exemple, de bateaux qui ont été imaginés. On va avoir la réalisation de maquettes. Donc, tout ça pour que l'ensemble des acteurs du ministère des Armées puissent se rendre compte un petit peu de ce qui a été imaginé. Et ce programme, alors sur lequel, évidemment, on est très content, il y a un véritable engouement qui s'est cristallisé avec la publication des scénarios, mais évidemment, la majorité des travaux de la Red Team est au profit du ministère des Armées, et pour nous, l'objectif, c'est bien d'aller nourrir à la fois l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air et de l'espace, toutes les composantes des armées, pour qu'elles puissent justement confronter la réalité de leurs capacités aux menaces qui sont imaginées par les auteurs de science-fiction. Et puis ensuite, à partir de ces différentes menaces qui sont imaginées, comment on imagine les réponses. Évidemment, ce n'est pas la Red Team qui va imaginer les réponses aux menaces qui sont mises en place. Et c'est pour ça qu'au sein du ministère des Armées a été créé, en réponse à cette Red Team, une Blue Team. Alors, je pense qu'il y a une planche qui détaille un petit peu cette organisation. Voilà. Et donc, il y a un véritable écosystème qui a été créé, mis en place autour de la Red Team. Donc, vous voyez, au ministère des Armées, on aime beaucoup les couleurs. Et donc, on a créé différentes teams qui vont soit renforcer, soit challenger notre équipe d'auteurs, de scénaristes, de dessinateurs. Et donc, on voit bien que la Blue Team, elle est là pour challenger et intégrer les scénarios de menaces, et elle est composée uniquement de personnes du ministère des Armées avec une représentativité qui est assez large, à la fois de la Direction générale de l'armement, des armées et la Direction générale des relations internationales et de la stratégie. Et puis, dans la démarche de construction des scénarios, eh bien, on voit qu'il y a des équipes également qui vont accompagner les auteurs. Alors, tout en haut, on a la Purple Team, qui est une équipe d'experts, qu'ils soient scientifiques ou militaires, et eux, ils vont venir renforcer un petit peu, aider nos auteurs à rendre crédibles les scénarios de menaces. Parce que, évidemment, en science-fiction, on a le droit de tout imaginer. Ils ont le droit de nous imaginer une invasion extraterrestre, il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, il faut que cette invasion, si elle est imaginée, elle soit crédible d'un point de vue militaire, d'un point de vue opérationnel. Et c'est là où nos auteurs peuvent demander à faire appel à des experts. Alors, cette Purple Team, elle est mouvante. Il n'y a pas, on n'a pas une liste fixe de personnes qui participent. Il y en a qui viennent plus souvent que d'autres. On a par exemple Étienne Klein qui participe très souvent à l'expertise scientifique avec la Red Team. Et on va retrouver eh bien des domaines qui vont venir nourrir les auteurs. Je pense par exemple sur la saison, la première saison, la saison 0, eh bien, il y avait des spécialistes de la furtivité.
parce qu'on avait on devait faire disparaître des bateaux entiers dans l'environnement maritime. On a eu des experts, par exemple, en pisciculture, parce qu'il fallait nourrir beaucoup de gens dans des environnements marins. On avait des experts sur les micro-réacteurs nucléaires, parce qu'il fallait alimenter des villes flottantes. Donc, tout ça, on voit bien, ça permettait à nos auteurs de crédibiliser, de rendre beaucoup plus tangible leur scénario de menace. Et puis les deux dernières équipes, qui sont la Black Team et la White Team, eh bien, eux, ils sont là pour à la fois apporter un soutien logistique et puis un soutien moral et un contrôle de leur liberté, puisque les auteurs ne sont pas tenus au droit de réserve comme tout militaire. Eux, ils ont justement ce droit à s'exprimer très librement sur les menaces qu'ils peuvent envisager, qu'ils peuvent imaginer et qui peuvent permettre de bousculer les armées. Avec évidemment, on leur impose tout de même sur les scénarios qui sont créés une confidentialité, c'est-à-dire qu'une grande partie des scénarios sont classifiés, confidentiels défense. Alors il s'agit de les classifier. Pourquoi? Parce que on ne veut pas donner de mauvaises idées à nos ennemis, et puis on ne veut pas non plus mettre le doigt sur des potentielles menaces qui viennent nous challenger et qui donc potentiellement sont des failles au sein des armées. Et donc c'est pour ça qu'on a tout un processus pour sécuriser ces scénarios. Et une partie, ceux qui sont les moins sensibles pour nous, pourront être partagés comme on l'a fait par exemple sur la saison 0. Alors on a quelques petites questions dans le chat. Vous me coupez, hein, Jean-Baptiste, si je dis des choses qui ne sont pas pertinentes. Oui, du coup, c'est du design fiction, ce que vous faites, pour répondre aux questions dans le chat. Là-dessus, d'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est intéressant pour le ministère des Armées d'avoir été chercher des profils comme des auteurs de science-fiction, etc., et pourquoi c'est complémentaire à des stratégies prospectives que vous aviez déjà au sein de différents services et de différentes armées, parce qu'il y a plusieurs armées. Donc ça, c'est une première question. Et autre chose, oui, il y a quelqu'un aussi qui nous demande la différence entre la Purple Team et la White Team. Et là, je pense pouvoir répondre. C'est-à-dire que la White Team, c'est un comité consultatif scientifique, mais du coup, des scientifiques qui ne font pas partie du ministère des Armées, c'est ça. Et alors que la Purple Team, c'est une expertise intra-ministère des Armées. Oui, alors voilà. En fait, la Purple Team, elle a à la fois des experts militaires et scientifiques. La White Team, c'est plutôt un comité qui peut faire aussi office de comité d'éthique, qui justement va plutôt arbitrer. Évidemment, les auteurs ont le droit de ne pas être d'accord entre eux, et donc c'est un comité qui va arbitrer les différends qui pourraient survenir au sein de la Red Team. Alors, est-ce que nous pouvons... Alors, on voulait vous passer une vidéo sur le scénario 0. Donc, le premier est sorti au mois de décembre, c'est ça, hein, au moment du forum de l'AID. Ils ont été révélés début décembre par la ministre des Armées. Donc, on va essayer de vous passer une vidéo. Pour info, il n'y a pas de son parce qu'on a des petits problèmes techniques, mais il n'y a pas forcément besoin du son étant donné que c'est surtout de la musique. Ça va vous donner une idée un petit peu de quels sont les scénarios qui sont sortis de cette réflexion. Jean-Baptiste, si vous voulez commenter, allez-y, puisque comme on n'a pas de son. Oui, ça va être plus simple. Donc là, on voit des images justement qui ont été réalisées par nos équipes vidéo pour mettre un petit peu à la fois une ambiance et puis des plans de coupe de ce qui avait été imaginé par les auteurs de science-fiction. Et on a évidemment toutes les problématiques qui apparaissent à l'écran, que ce soit des problématiques qui sont liées au réchauffement climatique, les problématiques technologiques avec l'avènement du quantique, l'avènement de l'intelligence artificielle, également dans les scénarios, le plussage des populations qui étaient imaginé par nos auteurs. Et donc, toutes ces problématiques qui sont pensées, imaginées et qui viennent toucher concrètement les armées, les populations. On a également l'ascenseur spatial qui a été utilisé pour l'un des premiers scénarios avec une attaque qui se situe en Guyane. Voilà, on a vraiment toute cette représentation qui est fournie par cette vidéo qui est un résumé très rapide de ce qui a été présenté. Alors, au mois de décembre, la plénière a duré 2 heures, hein, donc vous pouvez la consulter en ligne.
elle est pour le coup en libre accès, et puis on pourra peut-être également mettre le lien vers le site internet. Il y a une plateforme internet qui a été mise en œuvre dès le mois de décembre et qui retrace un petit peu justement l'ensemble de ces scénarios avec un livre, un ouvrage qui a été réalisé et qui est téléchargeable également depuis le site internet. L'adresse c'est redteamdefense.org. Et on l'alimente également avec un compte Instagram qui vous partage quelques photographies également des missions et des ateliers qui ont lieu en cours, puisque on a la saison 1 qui a été lancée le 27 janvier de cette année et qui sera restituée au mois de juillet, et qui, pour le coup, là, nous a permis d'aller encore plus loin, puisque on a fait venir nos auteurs de science-fiction sur des bases de l'armée. Donc, on les a fait venir au sein notamment de la base aérienne de Mont-de-Marsan, au cœur, on leur a fait visiter le cœur justement de cette base aérienne qui a beaucoup de compétences, que ce soit des compétences sur la permanence opérationnelle, avec également toute la partie ingénierie, recherche et ingénierie sur des domaines qui sont le spatial, qui sont le cyber, qui sont la lutte anti-drone. Et puis on les a fait venir également au centre d'entraînement tactique de l'armée de terre, où là ils ont pu voir des soldats s'entraîner aux réalités du combat, que ce soit le combat urbain, le combat en zone forestière, et avec l'usage de matériel qui sont des matériels assez innovants, puisque c'était la mise en œuvre du programme Scorpion, qui est un des programmes emblématiques et majeurs de la rénovation de l'armée de terre française. Donc on voit bien que nos auteurs, eh bien, on les confronte aussi également à la réalité militaire, aux problématiques militaires, avec ce programme. Donc, et là, vous nous avez parlé des auteurs, et quel a été, est-ce que vous voyez déjà des signaux de bénéfices, et est-ce qu'il y a déjà une plus-value en termes de pluridisciplinarité, mais aussi en termes de transversalité au sein du ministère des Armées, entre différentes équipes de prospective? Est-ce que vous avez pu voir des effets bénéfiques qui, en fait, sont dérivés de cette initiative du Red Team? Alors oui, tout à fait. On a fait un peu de recyclage avec ce programme, notamment sur la notion d'innovation. Donc, ce programme est porté par l'Agence de l'innovation de défense, et ça a été dit tout à l'heure, l'important en innovation, si on veut avancer, c'est d'avoir un sponsor de très haut niveau. Il faut que l'ensemble des décideurs soient convaincus de l'action que vous menez, et soient même des porteurs de cette action. Sinon, elle risque de ne pas être suivie par les collaborateurs, parce qu'elle est très en rupture par rapport à ce qui existe dans l'organisation, et puis tout le monde a du travail, personne n'en manque, et donc pourquoi travailler plus sur ce programme-là que sur un autre? Et donc on parle beaucoup de la Red Team, mais je pense qu'une des teams qui est fondamentale, qui est extrêmement importante, c'est la Blue Team, puisqu'elle est là vraiment à la fois pour assurer un sponsor de très haut niveau. Donc dans cette Blue Team, vous avez différents cercles. Vous avez un cercle certes opérationnel, avec des gens qui vont vraiment regarder dans le détail les scénarios, qui vont les analyser, mais on a également un cercle d'orientation, et ce cercle d'orientation, ce sont un cercle de très grands décideurs militaires, de décideurs de très haut niveau, et donc eux, ils impriment vraiment leur marque, et ils sont là justement pour apporter un coup de projecteur à ces scénarios, pour les intégrer très concrètement au sein du ministère des Armées. Donc il y a déjà un projet notamment qui est lié à l'intelligence artificielle, qui a été lancé, issu des réflexions de la Red Team et des scénarios qui ont été présentés. On a également des études qui peuvent être mobilisées et lancées par la Blue Team. Et donc, par capillarité, en fait, on vient toucher toutes les différentes armées, les différentes problématiques qui sont liées justement à l'étude des menaces futures, que ce soit d'un point de vue technologique, d'un point de vue opérationnel, mais également d'un point de vue organisationnel. Et ce qui est très important également, c'est, comme on le disait, ce programme, il est complémentaire des études de prospective du ministère, et donc la Red Team est quasiment présente dans tous les cercles, dans tous les comités prospectifs du ministère des Armées, et donc au fur et à mesure de l'année, on va présenter les travaux, et on a beaucoup de demandes justement dans ces cercles de prospective, dans ces cercles de réflexion qui existent déjà, pour alimenter le débat. Voilà. La Red Team, elle n'est pas hégémonique, elle n'a pas la science ni la connaissance de tout ce qui va se passer dans l'avenir. D'ailleurs, c'est juste un éclairage, hein. On ne dit pas que c'est heureusement, ce n'est pas forcément ce qui va se passer plus tard, mais elle est là pour poser des questions, et comme je le disais au début, pour désaxer un petit peu la réflexion, pour aller vers des endroits où on n'aurait pas forcément eu l'habitude d'aller regarder. Et c'est ça qui est vraiment très pertinent avec la Red Team, c'est qu'elle permet d'emmener des gens du ministère des Armées
dans des mondes, dans des réflexions qui n'étaient pas forcément celles auxquelles on aurait pensé au départ. Et pour ceux qui ont le temps, je vous invite à aller voir les scénarios. Donc, sur le site dont vous nous avez parlé, c'est hyper intéressant. Moi, j'ai une petite question. Donc, ces scénarios, ils sont très, très intéressants, très complets, très développés. Ça nous aide à se projeter dans un contexte à plus 40 ans ou plus 30 ans avec un scénario fictif, mais qui se base sur des choses qui potentiellement peuvent arriver. Ils font un petit peu peur, les scénarios, parfois, il faut bien le dire. Mais est-ce que vous pouvez nous parler des effets positifs qui vont en sortir? C'est-à-dire, je ne sais pas si je m'exprime de façon très claire, mais l'idée, c'est de nous montrer pourquoi, même si les scénarios, ils peuvent avoir un côté un petit peu dystopique quand on les lit, au final, l'intérêt de ces scénarios, c'est d'en trouver, enfin, de trouver des pistes d'innovation vertueuse en termes d'organisation, de développement technologique et aussi en termes de réflexion éthique, peut-être. Alors, tout à fait, ça peut être une remarque qui est souvent qui peut être reprochée à la Red Team, c'est pourquoi est-ce que vous imaginez des choses totalement affreuses et vous voulez nous empêcher de dormir la nuit. Si on faisait réaliser à la Red Team des scénarios où tout va bien en 2030 et en 2060, évidemment, on serait très content, mais ça ne nous ferait pas beaucoup travailler. Et donc, le but de cette Red Team, c'est bien de nous mettre, nous, militaires, dans une zone d'inconfort. C'est pour ça que les scénarios doivent pousser dans leur retranchement, quitte à être un petit peu caricaturaux dans la manière dont ils vont amener des menaces, à forcer un peu le trait, mais ils doivent vraiment bousculer. Et pour bousculer, eh bien, il faut choquer. Il faut créer un chaos au sein de la réflexion du ministère des Armées. Et donc, c'est pour ça que les scénarios, et encore, là, vous avez vu ce qui est grand public, ce qui est un petit peu plus classifié, je pense que vous ferez encore un peu plus froid dans le dos, mais voilà, on est là vraiment pour bousculer l'ensemble de la réflexion, et on ne peut pas les bousculer les gens si on ne les choque pas. Et ce choc, il est vertueux, parce que à la fois, il fait prendre conscience aux spectateurs de notions qui aujourd'hui sont peut-être jugées comme anecdotiques, mais qui demain prendront une place majeure dans la société. Je l'ai déjà dit, mais on pense par exemple à la miniaturisation des puces neuromorphiques, on pense à l'ordinateur quantique, on peut penser également à tout ce qui est l'impact cognitif des nouvelles technologies, à la montée encore en puissance qui sera beaucoup plus importante des réseaux sociaux ou de la guerre de l'information. Toutes ces choses-là, eh bien, il faut les pousser à leur extrême pour voir jusqu'où elles peuvent aller et comment est-ce que demain le ministère des Armées doit s'inscrire concrètement en termes de riposte, en termes d'accompagnement vis-à-vis de ces différents systèmes. Et également, on a une notion sociologique qui est extrêmement forte, voire même philosophique au sein de la Red Team, avec des auteurs qui vont travailler sur l'état d'esprit. Quand on mène un combat, quand on mène une guerre, on parle beaucoup de technologie, on pense beaucoup en termes technologiques, mais il ne faut pas oublier qu'il y a également l'humain au cœur de tout ça. Et donc, il faut une force morale, il faut savoir comment est-ce qu'on va construire, on va imaginer les capacités de riposte demain pour protéger les Français, pour protéger les valeurs de la France. Et donc, tout ça, eh bien, ça se construit à la fois sur le plan technologique, mais essentiellement également sur le plan humain. Et donc, ce plan humain, il se pense vis-à-vis de scénarios qui doivent être le plus dystopique possible pour bousculer nos différents membres de la Blue Team. Et les Super, merci beaucoup pour ce témoignage. Je ne sais pas si vous voulez encore ajouter des choses, Jean-Baptiste. C'était hyper complet. Je vous invite à aller voir les scénarios, à les lire et tout. C'est hyper intéressant et graphiquement parlant, c'est très agréable. Il y a aussi un vrai travail de l'image. Et puis, on aura des questions pour vous à la fin au temps de débat. On laisse maintenant la parole à Magali Marlin, donc du coup qui travaille à Nantes Métropole dans une direction qui spécifiquement s'occupe de la participation citoyenne et aussi de la prospective. Bonjour Magali, merci d'être aujourd'hui avec nous. Je vais vous laisser la parole parce qu'en plus, on avait pas mal de questions sur où est-ce que sont les citoyens dans cette histoire de prospective. Donc, c'est bien que vous arriviez pour clôturer ces interventions. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos missions et des objectifs de la direction dans laquelle vous travaillez? Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais vous partager mon écran. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est juste un peu pour soutenir ma présentation. Hop,
si vous allez me dire si ça marche bien. Hop. Ouais, c'est en train de charger. Top. Super. Super. Et bah, du coup, oui, bonjour à toutes et à tous. J'ai bien vu quelques questions qui remontaient sur la question de la place des citoyens. Alors, je n'aurai pas toutes les réponses, mais au moins un témoignage, justement, parce que c'est une des marques de fabrique de la prospective à la nantaise, avec la petite référence football pour ceux qui goûtent ce domaine-là. Donc, moi, je suis Magali Marlin. Je travaille au sein de la ville de Nantes et de Nantes Métropole dans une direction qui s'appelle la direction démocratie et stratégie, et je suis en charge des activités de prospective. Alors, juste pour vous redonner quelques éléments de contexte avant de vous donner 2-3 billes sur le service au sein duquel je travaille. Donc, on est dans un contexte qui est quand même plutôt favorable à cette pratique prospective. Donc, on est dans une collectivité qui est mutualisée avec une seule tête politique, Johanna Roland, qui est donc maire de la ville de Nantes et présidente de Nantes Métropole, et puis du coup une administration largement mutualisée avec un seul directeur général des services à sa tête, Olivier Parcot. Donc on est la 7e métropole française avec mais une des plus petites en termes de nombre de communes, puisqu'on a 24 communes. On est à plus de 650 000 habitants aujourd'hui, avec un territoire très dynamique, puisqu'on gagne à peu près, en gros, si on fait la moyenne sur les dernières années, plus de 9 000 habitants par an à l'échelle de la métropole. Et donc, je le disais, 24 communes avec la ville de Nantes qui regroupe à peu près 50% des habitants du territoire. Et dans les autres communes, la plus petite, on va être autour de 1600 habitants. Donc voilà, un tissu urbain assez diversifié. Et donc, moi, je travaille, je vous le disais, au sein de la direction démocratie et stratégie, qui a une mission principale, c'est accompagner l'action publique, les politiques publiques de demain. Et du coup, c'est une direction qui a un portage politico-administratif assez fort, puisqu'on est rattaché directement à la Direction générale des services. Ce service est dirigé par 2 co-directrices, Francine Fenet et Sandra Ratou, qui siègent à la direction générale. Donc, ça veut dire aussi que les questions de prospective ont toute leur place dans l'agenda stratégique de la collectivité, mais aussi dans l'agenda politique, puisque c'est des démarches assez soutenues. Je vais vous le décrire un peu dans les quelques exemples que je prendrai. On est un service qui regroupe une quinzaine d'agents en moyenne, et on a 3 métiers pour transformer l'action publique et les politiques publiques, qui sont le dialogue citoyen, l'évaluation participative et la prospective. Et au sein de ces 3 métiers, on a une composante commune, c'est qu'évidemment, on veut aider à transformer l'action publique et qu'on va le faire à chaque fois en allant chercher des points de vue et des regards extérieurs, et notamment celui des citoyens. Donc, vous voyez le petit schéma en bas, là. On essaye d'intervenir avec notre direction sur l'ensemble du cycle des politiques publiques, depuis vraiment l'amont, où on essaye d'anticiper les mutations, d'avoir un regard, de faire de la veille, d'anticiper, de capter un peu des signaux faibles, pendant de débattre en permanence avec les parties prenantes pour nourrir la décision publique et la décision politique. Pendant ou après, en évaluant systématiquement les politiques publiques, en développant aussi une culture de l'expérimentation au sein de la collectivité. Et puis, si on fait tout ça, et si on a dans le nom même de notre service la notion de démocratie, on est obligé de rendre compte. Donc, on a des engagements de transparence, de droit de suite, de publication de l'ensemble de ces travaux et de ce qu'ils produisent. Et puis, on est aussi, et c'est par rapport à d'autres collègues, notamment dans d'autres collectivités, on a un engagement très fort sur être là, y compris pour accompagner après qu'on ait fait des démarches, que ce soit de dialogue, de participation, d'évaluation, de prospective, pour accompagner la transformation de ces démarches-là en actions concrètes et donc la mise en œuvre. Donc, on est vraiment sur une position aussi d'aide à la conduite du changement et d'avoir une vision 360 là-dessus. Peut-être plus spécifiquement sur la prospective, c'est un champ qui a été investi par la collectivité depuis une dizaine d'années. Ça remonte à 2008, avec des premières expériences avec des élus. Mais c'était c'était pas au cœur de la machine, et c'était assez léger. Et donc, ça fait 3 ans maintenant, depuis que je suis arrivée, qu'on a créé un poste dédié, qui est celui que j'occupe actuellement, et avec l'idée de structurer, de renforcer ces missions et d'en faire vraiment un des piliers de l'action minimale de ce service, et ensuite à l'échelle de la collectivité dans son ensemble. Et nous, justement, pour rebondir sur les questionnements sur les citoyens, on a
une marque de fabrique, c'est celle de la prospective ouverte et délibérative. Et donc, de faire ça avec l'ensemble des acteurs du territoire, citoyens, société civile, associations, entreprises, de réunir tout ce petit monde pour travailler des dynamiques de prospective. Du coup, si je vous raconte un peu plus comment on fait, nous, on conçoit vraiment, ça fait pas mal écho avec ce que M. Douros nous présentait en introduction, on conçoit vraiment la prospective comme une aide à la décision publique et à la transformation publique. Donc, elle doit accompagner les politiques publiques et l'action publique de demain. Et pour faire ça, ça implique forcément d'y associer les élus, les services et les citoyens. Ça ne marche pas si on a un des morceaux de ce triangle qui n'est pas là. Et ça explique aussi ce que je vous racontais tout à l'heure, ce positionnement d'aller jusqu'à l'accompagnement à faire. Ça implique aussi qu'on ne lance pas de démarche prospective si on n'a pas un soutien très très fort. Généralement, les grandes démarches prospectives qu'on va lancer, c'est souvent voté à l'unanimité en conseil métropolitain. Donc, ça fait l'objet d'une délibération en tant que telle, à la fois au moment du lancement de la démarche, mais aussi la remise de l'avis citoyen qui est issu de ces démarches-là et puis la réponse qui apporte la collectivité fait elle aussi généralement l'objet d'une délibération politique. Donc, c'est vraiment important d'inscrire dans les process décisionnels habituels de la collectivité. Un des principes aussi qui guide cette prospective ouverte et délibérative, c'est d'être vraiment de travailler et qui guide plus globalement l'ensemble des actions que mène la direction au sein de laquelle je travaille, c'est de croiser les points de vue et d'équilibrer les débats. Ça veut dire qu'on a à la fois la question du sensible, du vécu, qui est justement souvent apportée par la participation des citoyens, mais aussi celle de l'expertise pro et technique. Donc, on mobilise les services, nos collègues. Si on est sur une thématique dédiée, on copilote les démarches avec les services en charge et ils viennent apporter leur expertise. Ils viennent poser un peu des éléments socles, des cadres un peu théoriques du débat qui peuvent être remis en cause, mais en tout cas, ils sont là pour les apporter et pour apporter des éclairages. Et puis, l'expertise militante aussi, avec nous, un gros travail à la fois de composition, de casting et d'animation pour équilibrer les points de vue et les débats. On a besoin des points de vue militants, mais on a besoin qu'ils ne prennent pas toute la place et qu'on puisse entendre aussi d'autres formes de témoignages, d'autres formes de vécu. Et donc, c'est à chaque fois ce croisement de points de vue qui fait la solidité à la fois du diagnostic et puis de la projection collective qu'on arrive à faire pour essayer de s'engager vers l'action. Du coup, si je vous raconte les formes que ça peut prendre chez nous, une des marques du fabrique du territoire, c'est de mener ce qu'on appelle chez nous des grands débats. Donc, ça avait commencé avant le grand débat national. Il y en a eu 3 sur le précédent mandat. Donc, il y a eu un premier débat qui est tout en bas en jaune sur Nantes, la Loire et nous. Donc, quelle place on fait à la Loire, au fleuve Loire dans le projet de territoire, quelles activités on a envie de voir se développer sur ce fleuve, comment on retrouve, après avoir tourné le dos dans l'histoire de Nantes pendant longtemps à ce fleuve et l'avoir délaissé, comment on le retrouve. Un deuxième grand débat sur la question de la transition énergétique, comment on en fait une dynamique collective. Un troisième grand débat qui s'est tenu en fin du mandat précédent sur la question de la longévité et du vieillissement de la population. Et puis, actuellement, ce n'est pas formellement un grand débat, mais ça s'inscrit dans le même cadre de ces grandes mises à débat prospectives à l'échelle du territoire, une convention citoyenne locale sur la question de la crise Covid-19. Donc, on s'est donné 4 mois avec un groupe de 80 citoyens pour qu'ils nous partagent comment ils avaient vécu, en tout cas les premières phases de cette crise dans laquelle on est encore, et qu'est-ce que ça racontait pour eux comme aspiration pour demain. Avec un contexte où évidemment les élections municipales se sont tenues au milieu, donc l'enjeu n'était pas forcément de refaire le match des élections, mais plutôt d'avoir un espace où malgré tout les programmes ont été rédigés avant la crise, assez peu remaniés au regard des impacts de cette crise, donc d'avoir cet espace de débat et de repriorisation avec un point de vue citoyen, pendant que dans le même temps, on
on essayait de capitaliser et d'animer une réflexion sur l'ensemble du territoire avec des acteurs qui, eux aussi, menaient des diagnostics de leur côté pour avoir vraiment une vision 360 des impacts de cette crise. Et par rapport à une convention citoyenne entre guillemets lambda ou plus traditionnelle, comment est-ce que vous insérez des éléments de prospective et quelle est selon vous la plus-value en termes de résultats? Pourquoi est-ce que ça apporte quelque chose? Qu'est-ce qu'il y aurait eu de moins si on n'avait pas inséré cette posture, cette dynamique de prospective? Alors, je ne sais pas si c'est. Je vais juste reparler de ça. C'est pas forcément. C'est plutôt une logique de décider ensemble, à la fois. Pour nous, peut-être que ça peut vous sembler contre-intuitif, mais en tout cas, dans les démarches prospectives, il y a toujours un temps de diagnostic. Ça renvoie un peu à ce qu'évoquait Philippe Durance tout à l'heure sur cette question d'en fait, ce qu'on questionne, c'est le présent. En fait, on essaie de se projeter collectivement vers ce dont on a envie pour demain, mais à partir de quoi? À partir de se raconter comment on a vécu la crise, se raconter comment, là vous pouvez voir comment fonctionnait le grand débat sur la transition énergétique, à partir de comment moi aujourd'hui j'ai l'impression de contribuer ou pas, ou de subir ou pas les questions énergétiques, puisqu'il y avait par exemple un collectif pendant ce grand débat qui travaillait sur un collectif de personnes en situation de très grande précarité énergétique, qu'on travaillait ensemble à partager, avec une anthropologue, à partager un peu leur vécu quotidien et puis aussi leurs astuces, leurs astuces et la débrouille qu'ils mettaient en place face à ces situations-là pour aussi aider d'autres personnes à agir. Donc, c'est vraiment une logique on a une problématique commune autour de la table et nous, on démultiplie l'arsenal de la mise en débat de ça pour essayer d'y réfléchir à plusieurs, de se mettre en mouvement, de se projeter. Et on ne le fait pas pour juste faire un scénario, on le fait pour à la fin se mettre d'accord sur une feuille de route partagée. Donc, on est vraiment sur un objectif de mise en œuvre derrière. Et si je passais à ce schéma-là, ça s'inscrit plus globalement dans un process qu'on a éprouvé, notamment sur les démarches de dialogue citoyen, mais pas que, où systématiquement, on a d'abord une phase de cadrage pour essayer, nous, c'est une partie de nos missions, de définir un peu le cadre des questionnements qu'on a envie de mettre au débat. Et du coup, c'est là où on va inclure aussi parfois une dimension prospective, puisqu'on va pousser certains angles, on va questionner certaines problématiques qui n'étaient pas forcément intuitivement celles qui étaient au cœur de la démarche, ou en tout cas intuitivement quand on dit longévité, par exemple, le grand débat sur le vieillissement de la population, l'enjeu, c'était de faire sortir ces questions-là du tout sanitaire. La question du vieillissement de la population, c'est d'ailleurs pour ça on a parlé d'un grand débat de longévité, c'est pas uniquement la question des personnes en EHPAD, c'est bien plus large que ça, c'est la question de la vie après la retraite, c'est la question de la place des seniors dans la société, c'est la question du regard qu'on porte sur eux, c'est la question de la place qu'ils peuvent avoir aussi dans l'aménagement de nos villes et comment on les prend en compte. Donc on a toute cette phase de cadrage qui nous permet de définir ce qu'on appelle un mandat, qui est signé par les élus et les politiques publiques, qui dit voilà les questions qu'on va mettre au débat avec vous, voilà l'environnement dans lequel on a envie de débattre, et ça dit aussi parfois les choses sur lesquelles on ne reviendra pas, des choses sur lesquelles soit on n'a pas la main, soit parce qu'elles sont du cadre réglementaire, soit parce qu'il y a déjà eu des décisions politiques prises et a priori on ne veut pas les remettre en cause, mais donc ça donne un cadre et c'est validé par tout le monde, et après le débat se fait sans les élus. Donc, on a un vrai travail d'ateliers citoyens, de démarches pour les grands débats, c'est beaucoup plus large. Il y a des communautés qui ont travaillé, on a fait de la veille, on a un esprit aussi, comment on développe une culture populaire de la prospective. Une logique un peu éducation populaire de ça. Donc, on ouvre la boîte du pouvoir d'influence. Ce n'est pas uniquement les experts qui détiennent les clés de la prospective. On a tous notre petit pierre à y apporter. Donc, c'est pour ça aussi que ces moments-là, type les grands débats, sont forts, parce qu'on se donne 6 mois pour faire bouger tout le territoire autour d'une même question, organiser des événements, organiser des conférences. On fait bouger aussi les acteurs du territoire qui eux-mêmes réorientent leur programmation sur la thématique qu'on va traiter. Donc, on a typiquement sur la longévité, on a les cinémas du territoire qui ont organisé une programmation spéciale sur des thématiques comme ça. On a, nous, dans les communes, organisé des ateliers de veille où on avait constitué des corpus documentaires sur des solutions qui pouvaient sembler un peu
un peu absurdes comme ça, type des supermarchés réservés aux seniors, des certificats de grands-parents pour les aider, des nouveaux rituels funéraires. Et puis, on les a fait travailler là-dessus pour qu'ils nous disent un peu ce que ça leur évoquait comme futur souhaitable ou non. Et à la fin de ça, nous, à partir de tout ça, ça nous fait à la fois des points d'attention, des diagnostics, des pistes et des aspirations pour le territoire. Et donc, ça repasse dans la moulinette des services, que vous voyez en orange, et on instruit techniquement ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, ce qui, en fait, correspond avec d'autres mots à des choses qu'on faisait déjà. Ce qui implique des accélérations par rapport à où on en était dans notre feuille de route. Et à partir de ça, il y a une instruction et un débat politique. À partir de ces éléments citoyens et de l'instruction et l'expertise technique des services pour dire qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et donc là, les élus reviennent dans le jeu et viennent apporter leurs réponses argumentées. Donc, si on fait le parallèle avec la Convention citoyenne pour le climat, on est dans un registre assez différent où il n'y a jamais eu l'évocation qu'on allait prendre en bloc tout ce qui va être dit à l'issue d'une démarche de prospective citoyenne. Il y a l'idée qu'on va répondre point par point et de façon argumentée. En fait, vous vous en servez vraiment comme un outil à la décision, c'est ce qu'expliquait Philippe Durance. Oui. C'est-à-dire que ça vous aide à construire votre feuille de route, ça vous permet aussi de garder le dialogue avec les citoyens et de vraiment comprendre quels sont leurs besoins, quelles sont leurs aspirations sur des thématiques clés. Et ensuite, vous voyez ce qui est faisable en fonction des contraintes techniques, des objectifs, des autres outils que vous utilisez. C'est vraiment un outil hyper terrain, en fait. C'est exactement, et c'est aussi une façon pour nous d'ouvrir la boîte aussi de la prise de risque, parce que concrètement, ce qu'il en sort, c'est quand même des engagements en fait partagés. Il y a une grosse partie qui sont pris par la collectivité, donc à l'échelle. Les démarches dont je viens de vous parler, se passent à l'échelle métropolitaine, mais parfois on y intègre aussi des bouts de réponse du bloc communal et on en fait une réponse d'ensemble. Mais dedans, il y a aussi des engagements pris sur la transition énergétique par des acteurs de l'énergie sur le terrain, par des associations, donc il y a la logique aussi de construire un cap collectif et d'y apporter chacun à sa pierre, donc d'ouvrir un peu la boîte de la décision et de la stratégie. Et ça va même plus loin. Du coup, là, on le voit assez peu sur ce schéma. Une fois qu'il y a eu la réponse de fait, et donc on a signé une espèce de feuille de route, en fait, où on s'engage, on prend X engagements sur la transition énergétique, 33 engagements pris par la collectivité avec une échéance, etc. C'est pas systématique, mais il arrive très souvent qu'on mette en place à côté de ça ce qu'on appelle, nous, une gouvernance ouverte qui est en charge du droit de suite. Donc, ça veut dire qu'on donne et on met des moyens pour animer un collectif indépendant qui sont souvent des gens qui ont participé au débat ou à la phase de processus et qui va se réunir régulièrement pour vérifier si on fait ce qu'on a dit qu'on faisait. Si les engagements pris sont bien mis en œuvre, si ça patine un peu, pourquoi, si en fait de nouveaux événements type une crise sanitaire remettent en cause certains des engagements pris ou inviteraient à aller beaucoup plus vite sur un domaine, c'est une fonction d'interpellation. Donc ça veut dire que c'est un peu rock'n'roll parfois, qu'on se met en situation de se faire fortement critiquer et qu'on donne les moyens pour ça. Mais en tout cas, on va jusque là. C'est un processus hyper transparent du coup. Et quels sont vos challenges, les prochains challenges à venir? Du coup, déjà peut-être le processus, il a été aussi reconnu on en a été nous-mêmes surpris, mais par l'Europe et par la Cour des comptes, la Chambre régionale dans son rapport annuel 2020. Donc nous, on était assez à la fois surpris et fiers que cette façon de faire inspire comme une façon aussi de recréer de la confiance dans l'action publique. Et du coup, nous, nos prochains objectifs, ça serait vraiment de poursuivre la structuration de la fonction prospective en interne, parce que là, je vous ai beaucoup parlé de ce qu'on fait vis-à-vis de l'externe, notamment en réponse aux interpellations sur la question citoyenne, mais de fait, on a plutôt une approche globale, et donc on a aussi des ateliers avec les élus et aussi avec les services qu'on voudrait essayer de renforcer, et puis on se demande si on ne va pas créer une instance pérenne sur ces questions du temps long et de la prospective pour vraiment poursuivre le croisement et la capitalisation de travaux, parce qu'évidemment, il n'y a pas que nous dans la collectivité qui menons des travaux à visée prospective, et que l'enjeu, c'est de continuer à faire du croisement de regard. Et puis pour nous, c'est cette question
l'éducation populaire, comment, pareil, on la pérennise. Là, ce dont je vous ai parlé, c'est des démarches assez thématiques, ponctuelles, qui ont un impact sur le très long terme, parce qu'il y a tout ce processus de suivi de la mise en œuvre, mais il y a cette question plutôt au quotidien, comment c'est surtout pas une question réservée aux experts, et comment est-ce qu'on a des formats peut-être événementiels ouverts à tous qui continuent à produire ça, d'autant qu'on est un territoire qui, en dehors de nous, a à la fois un très gros festival de science-fiction, des événements dans des lieux culturels qui sont dédiés à ces questions-là, donc comment on montre aussi que l'action publique a toute sa place dans ces démarches-là, et donc si c'est l'action publique, tout le monde a toute sa place dans ces démarches-là. Donc c'est un peu ça, non. C'est des belles perspectives à venir. Alors, en tout cas, moi, si vous m'invitez pour un événement dans le cadre du festival, comment ça, les Utopiales. Les Utopiales, c'est ça, merci, j'oublie le nom, je sais quoi. Et que c'est en présentiel, on sera ravis de venir. On espère. Pour parler prospectif et participation citoyenne. Merci beaucoup pour ce témoignage, Magali. C'est hyper intéressant d'avoir croisé ça avec un point de vue administration centrale et d'avoir cet aspect aussi implication de la société civile, participation citoyenne. Ça montre que la prospective, ça peut être envisagé de différentes manières. On va maintenant prendre un petit temps pour les questions qui ont été posées sur le chat. Du coup, on va faire revenir tous les intervenants à l'écran. Alors, vous avez posé plusieurs questions. On va essayer de sélectionner celles qui n'ont pas déjà été répondues là. Est-ce que tout le monde est à l'écran? Oui, alors il y a une première question, une série de questions qui est un peu plus technique, donc peut-être pour Philippe Durance. On nous a demandé, à l'heure de la statistique, quel est l'avantage? Alors, vous parliez tout à l'heure de statistique et davantage de l'estimation au regard du passé. Donc, sur quoi concrètement se basent les scénarios? Donc ça, c'est une question. Et il y a aussi une autre question en rapport avec les scénarios qui est, est-ce qu'on peut faire de la prospective sans les scénarios? Alors, donc la statistique, c'est une mesure quantitative. La prospective, c'est pas quantitatif, c'est qualitatif, donc on n'est pas du tout dans le même registre. Quand on écrit des scénarios, évidemment, on se base sur des données, sur des faits, mais pas que des faits qui sont mesurables ou des données mesurables. On se sert de la prévision, notamment, par exemple, pour faire du tendanciel, pour raconter une histoire tendancielle, donc bien une histoire racontée de manière prévisionnelle, à l'appui de données chiffrées ou pas. Les scénarios, c'est autre chose. Voilà. C'est un autre registre. C'est un registre qui est plus qualitatif et qui se base. Alors je vais le faire court, mais en gros, qui se base sur la combinaison de variables, d'hypothèses possibles sur des variables, pour raconter des histoires qui sont issues d'une analyse assez poussée, en partie basée sur des mesures quantitatives, mais pas que. Voilà, pour faire court. Évidemment, on peut faire de la prospective sans faire de scénario, heureusement, parce que c'est quand même long à faire des scénarios. C'est vrai. Ça prend quand même un peu de temps. Donc, je voyais Magali parler d'ateliers, notamment. Un des formats privilégiés, courts, en rapport coût-efficacité, on va dire, donc une manière assez efficiente. Quand c'est bien préparé, c'est vrai que des ateliers de prospective avec des décideurs ou avec n'importe quel type d'acteur, ça peut être très puissant. On peut même faire des études, des mini-études sur des sujets très précis assez rapidement en une demi-journée ou en une journée à base uniquement d'ateliers où on n'a pas la nécessité de construire des histoires complètes, raconter des histoires complètes. Quelqu'un nous a aussi demandé si c'était possible de revenir sur la prospective des signaux faibles, ce qui avait été évoqué rapidement au début du webinaire. Alors, signaux faibles, moi je ne vais pas être le seul à répondre. Je pense que Jean-Baptiste Collat aura certainement des choses à dire sur le sujet des signaux faibles. Mais en théorie, alors moi j'aime pas le terme signal faible parce que signal faible ça donne l'impression aussi d'une mesure, et puis si on mesure un signal faible ça peut être à l'entrée comme à la sortie, on peut avoir une courbe de Gauss avec des signaux faibles aux deux extrémités, donc ça ne veut pas dire grand chose. Le terme originel de signal faible, c'est fait porteur d'avenir. Donc un fait porteur d'avenir, c'est bien ce que ça veut dire.
C'est d'ailleurs Pierre Massé, notre commissaire au plan, là, dont je parlais tout à l'heure, qui a utilisé pour la première fois ce terme-là pour l'exercice prospectif qui a alimenté le 4e plan de mémoire. Voilà. Donc l'idée du fait porteur d'avenir, c'est l'idée qu'on a un phénomène qu'on repère dans le présent, qui est assez embryonnaire, qui n'a pas beaucoup de sens, enfin, pas beaucoup de signification dans le contexte actuel, dans le contexte du présent, mais qui, s'il devenait dominant, donc voilà, ça peut être un comportement, ça peut être beaucoup de choses. Si ça devenait dominant, enfin, on imagine que ça pourrait devenir dominant et on voit ce que ça donne comme impact, quoi. Voilà, ce que ça pose comme question. C'est ça l'idée du signal faible. Alors évidemment, il n'y a pas de martingale pour trouver les signaux faibles, parce que ça, c'est toujours la grande question. C'est un peu l'arlésienne, le signal faible. Tout le monde court après les signaux faibles, mais un signal faible, il peut être fait porteur d'avenir pour un acteur et pas du tout pour un autre. Enfin voilà, c'est très relatif en fait, un fait porteur d'avenir ou un signal faible. Et donc c'est surtout à l'analyse et au feeling des acteurs qui sont là, quoi. Jean-Baptiste, peut-être que vous voulez rajouter quelque chose pour compléter l'intervention de Philippe? Oui, alors pour nous, ministère des Armées, les signaux faibles, pardon, justement, ils doivent être porteurs d'un sens fort. Pour être justement intéressant dans l'analyse qu'on pourra en faire, surtout en matière de renseignement. Et ce qui aujourd'hui donne plus de poids aux signaux faibles, c'est justement la capacité à pouvoir les rassembler, les réunir et leur donner un sens en les traitant par la masse. Et donc ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui devient de plus en plus réel, concret, par les avancées de l'informatique. Et donc, oui, les signaux faibles prennent de l'importance aujourd'hui dans la réflexion parce qu'on sait mieux les détecter et parce qu'on sait leur donner une certaine cohérence à partir du moment où on en a plusieurs qui peuvent être exploités, extrapolés. Voilà. Donc, oui, c'est un vrai sens pour nous. Peut-être juste un élément pour compléter. Les exemples que je citais tout à l'heure dans le cadre de la longévité, quand on a fait travailler des citoyens en groupe sur des sujets comme l'humusation comme nouveau rituel funéraire ou les supermarchés seniors ou les certificats de grands-parents, c'était justement une façon d'appliquer ce que Philippe évoquait tout à l'heure, de dire en fait, on n'en sait rien si ces choses-là, elles vont complètement transformer, elles vont devenir massives. On a envie qu'il y ait un débat démocratique sur ces questions-là. On a envie de tirer le fil de « et si demain, 50% des gens choisissaient plutôt l'humusation qu'un enterrement ou une crémation classique, qu'est-ce que ça implique, quels impacts ?» Et dans ce travail-là, on les fait réfléchir là-dessus, on les fait réfléchir à partir d'une base documentaire et aussi d'une grille de questionnement où on les invite à réfléchir à qui seraient les acteurs militants de ces solutions-là. Qui est-ce qui va œuvrer, militer pour le développement de cette solution-là, et à l'autre bout du spectre, qui seraient vraiment les anti et pourquoi, et avec quel registre d'arguments, et donc du coup de commencer un peu à se positionner, et à la fin ce qu'on obtient, on s'en fout un peu de savoir si c'est l'humusation la solution, le rituel funéraire de demain. On voit des choses sur lesquelles la société dans son ensemble, elle n'a pas du tout envie de lâcher, des choses sur lesquelles elle a envie d'avoir des ouvertures et des changements. Et donc, c'est plus riche pour nous et en même temps, c'est assez rapide à faire qu'un grand scénario où on anticipe tout l'ensemble de toutes les conséquences de ça. Ça nous donne un univers des possibles, des souhaitables et non souhaitables qui nous aide, nous, à avancer et à construire soit une feuille de route, soit une politique publique adaptée. Et pour rebondir sur votre intervention, on a une autre question qui touche un petit peu à cette idée de qu'est-ce qui est souhaitable ou pas vis-à-vis d'innovation. Quelqu'un nous parle de l'intelligence artificielle qui va impacter jusqu'à 50% des métiers dans tous les domaines d'ici l'horizon 2025. Et la personne nous demande quelle est la prospective menée actuellement dans ce domaine et quelle est la collaboration entre le privé et le public à ce sujet. Donc peut-être que chacun d'entre vous a quelque chose à dire là-dessus. Moi, c'est pas un sujet que je suis en direct, mais en tout cas, c'est plutôt porté pour le coup par les acteurs du secteur et en lien avec les institutions de la métropole, avec un réseau IA responsable à Nantes qui s'est mené pour justement avoir une espèce de commission d'éthique interne qui réfléchit à l'impact de ces sujets-là. Et donc, du coup, mais c'est avec une vision encore
concentré autour des experts, puisque du coup, là, ça réunit des acteurs du secteur donc industriel ou développement recherche et des gens de la collectivité de chez nous qui travaillent plutôt sur ces questions de numérique, mais pas encore très ouvert au grand public. Jean-Baptiste, vous vouliez intervenir? Oui, non, alors oui, l'intelligence artificielle, le domaine de l'intelligence artificielle, il est bien pris en compte au sein du ministère des Armées à tous les niveaux, que ce soit dans le domaine de la recherche, puisqu'on finance des thèses et des projets de recherche fondamentale sur ce sujet-là. On a également de l'application, puisqu'on a des projets qui sont lancés. On peut penser par exemple au projet Structure Artemis, qui est lancé au sein du ministère des Armées pour travailler et faire évoluer justement à la fois le tissu industriel et l'ensemble des agents du ministère des Armées et d'autres agents de l'État qui travaillent avec nous sur ces problématiques-là. Et puis, on va jusqu'au concret, jusqu'au déploiement, puisqu'aujourd'hui, on a plusieurs systèmes qui utilisent des algorithmes d'intelligence artificielle qui fonctionnent au profit des forces armées, que ce soit dans la maintenance, dans l'aide à la décision, dans l'anticipation de certains systèmes. Et donc, on voit bien que c'est un sujet qui, certes, est d'avenir, mais c'est un sujet aussi qui est très présent, dont on a encore beaucoup de pistes à explorer, beaucoup de choses à comprendre. Et puis, Magali en parlait, il y a aussi la partie éthique qui est extrêmement importante et sur laquelle on a un comité d'éthique au sein du ministère des Armées qui travaille également à ces sujets. On a parlé récemment notamment du positionnement du ministère des Armées sur les armes létales autonomes. On a une autre question sur les scénarios. On a parlé de statistiques et d'estimations au regard du passé. Il y a une personne qui nous demande aussi sur quoi se basent les scénarios concrètement. On l'a déjà pas mal évoqué, mais plus particulièrement, comment à partir de veille et de tendances, les scénarios peuvent-ils s'élaborer? Si quelqu'un veut juste apporter quelques précisions à ce sujet. Bon, de mon point de vue, en tous les cas, il y a une technique de construction de scénarios qui passe d'ailleurs par, dans un premier temps, la description d'une carte, ce qu'on appelle une carte du futur, c'est-à-dire qu'on dresse les grands sujets, les grandes variables qui vont pouvoir avoir un impact sur le futur de l'organisation à l'horizon déterminé. Et puis pour chaque variable, on étudie ce qu'il y a derrière, les grands phénomènes, les mécanismes, les dynamiques en cours pour effectivement déboucher sur des hypothèses. Et la première hypothèse, c'est toujours l'hypothèse tendancielle, et donc ça donne généralement un scénario tendanciel, ce qu'on appelle le business as usual, et qui, lui, est vraiment pour le coup ancré dans le passé. Et puis après, à partir d'ingrédients du futur, alors ça peut être des signaux faibles, mais ça peut être autre chose, on va essayer de voir comment on peut sortir de la tendance. Qu'est-ce qui va pouvoir faire sortir de la tendance lourde? Voilà. Et là, on commence à envisager des ruptures. Voilà, on travaille sur des ruptures possibles, on travaille sur des incertitudes majeures, on travaille sur ce genre de. Voilà, donc on a tout un ensemble de concepts qui permettent justement de lire un peu les sujets et de faire ressortir des éléments clés qui pourraient faire basculer le scénario tendanciel, qui pourraient faire basculer l'histoire qu'on connaît aujourd'hui, pour aller sur d'autres histoires possibles. Voilà. Le but étant d'explorer de manière la plus large. Donc, en gros, il n'y a qu'un scénario qui est, lui, issu du passé. Tous les autres, ils sont censés représenter des visions complètement en rupture avec celui qui est issu du passé. C'est ça l'objet, quoi, en fait. On a deux autres questions qui sont destinées à Magali dans le chat. Depuis quand existe votre direction à la métropole? Avez-vous été accompagné au départ pour mettre en place ce type de démarche? Donc, on a dit que ça existait à peu près depuis 2008, la posture. Peut-être l'êtes-vous toujours? Si oui, par quel type d'organisme? Quels sont les métiers et compétences internes à la collectivité qui sont nécessaires pour mettre en place cette démarche? Et est-ce que la prospective est-elle conduite de manière transversale? Avez-vous des démarches de prospective dans le domaine culturel? On sent qu'il y a des gens qui sont intéressés peut-être pour commencer des projets. Alors, dans l'ordre, C'est dans les questions, si vous voulez les lire. Ah oui, c'est dans les questions dans le Ouais, chat? c'est dans les questions. Il y a un onglet questions et vous pouvez démarrer la réponse en direct. Mais on va le faire à l'oral, je pense, ça va être plus simple. Ouais, mais je pense qu'il ne se met pas à jour parce que depuis tout à l'heure, je suis sur les vieilles questions. Bon. Ouais. Laissons tomber. Du coup, je disais, mon service existe depuis 2008, mais au départ, c'était un service uniquement à la ville.
Et donc, du coup, il s'est métropolisé sur le mandat précédent. J'étais pas encore là, mais je dirais autour de 2014-2015. Ouais, c'était avec le premier mandat de Johanna Roland. Donc, ce qui implique qu'aujourd'hui, on est dans une posture d'accompagnement des services des directions thématiques. Et donc, on accompagne aussi bien des directions thématiques de la ville, par exemple pour les sujets culture, que des directions thématiques métropolitaines. Et le service, c'est pas en tant que tel pas fait accompagner directement pour sa création par un cabinet ou autre. Après, on a des habitudes de compagnonnage de longue date avec différentes structures, mais que ce soit pour les activités de prospective comme pour le reste de nos activités. Donc, on travaille beaucoup souvent avec le cabinet TMO Région qui fait beaucoup des enquêtes et des sondages qui nous permettent de réobjectiver un peu parfois certaines questions. On a travaillé avec des politistes qui nous ont aidés à définir un peu un cadre, un cap à la prospective, à la fois avec Romain Pasquier, par exemple, sur toutes les démarches qu'on a fait avec les élus, qui s'appellent les ateliers prospectifs, et puis avec Nicolas Rio, qui a fait sa thèse, qui est aujourd'hui au sein du cabinet de conseil partie prenante et qui a fait sa thèse sur la pratique prospective en collectivité. Donc voilà, ça nous a aidé à structurer un petit peu nos réflexions. J'oublie des questions du coup, Audrey, je sais plus si... Non, c'était à peu près ça, vous avez bien répondu, ouais, parce que... Et il y avait une question aussi sur l'interdisciplinarité, mais enfin, ça avait été plutôt bien expliqué, le fait que vous travaillez complètement en quinconce avec le service de participation citoyenne et dans la démarche globale d'intégration de ce que... On est le service participation citoyenne, donc du coup, oui, c'est sûr, on est en plus qu'en quinconce. Par contre, à chaque fois qu'on mène une démarche, à l'exception peut-être de la Convention citoyenne dont je parlais, parce que vu qu'elle portait sur la question de la crise, elle était un peu 360 en termes de thématiques. Pour les autres démarches thématiques, elles sont systématiquement coportées avec la direction responsable de ça. Et puis par ailleurs, je ne l'ai pas cité tout à l'heure dans mon propos, mais à côté de ces démarches un peu phares, on a aussi une fonction veille, étude, capitalisation, notamment sur les nouveaux modes de faire de l'acteur public en interne. Et donc, là où on va vraiment être dans l'interdisciplinarité, donc on va aller regarder qu'est-ce que ça nous apporte le design, c'est quoi la vision de l'innovation dans la collectivité, l'urbanisme tactique, comment on s'en saisit et comment on diffuse ce savoir-faire, les notions de gouvernance ouverte et d'ouvrir un peu l'animation de nos politiques publiques, est-ce que c'est un savoir-faire spécifique, est-ce que ça raconte. Voilà, on a aussi cette fonction-là, donc on est à la fois sur de la prospective qui peut être un peu thématisée sur les grandes mutations, transformations, et de la prospective qui pourrait plus se raccrocher au secteur de l'innovation, de la transformation publique, qui va regarder des modes de faire précis et spécifiques à l'acteur public et comment ils se construisent et puis comment on peut soutenir leur développement. Ce qui nous permet de soutenir la prospective au sein des autres services aussi. Une dernière question du coup pour tout le monde, parce que je pense que c'est une question qui peut être intéressante pour chacun des intervenants. Il y a quelqu'un qui nous demande comment évaluer la prospective. C'est très intéressant, ça va être un de nos sujets majeurs, puisque évidemment, on ne dépense pas de l'argent public à tort et à travers, et que le projet Red Team est un projet assez engageant pour le ministère des Armées. On a plusieurs outils pour ce faire. Le premier, qui est très administratif, vous allez me le dire, c'est de créer une instruction. Voilà. Donc, il y a une instruction dédiée à ces travaux-là qui structure la démarche, qui l'explique et qui surtout présente les acteurs et les différents moyens. On parlait tout à l'heure de nourrir le ministère des Armées, on va décrire ces différents moyens et ne serait-ce qu'expliquer déjà, ça permet de mesurer le niveau d'ambition et la capacité du programme à éclairer l'avenir de l'organisation pour laquelle elle est créée. Avant même de mesurer un quelconque retour sur investissement, déjà on mesure la pertinence et on mesure la cohérence de l'initiative. Donc déjà, ça c'est un premier point qui permet notamment aux décideurs de se conforter, de se renforcer dans sa confiance dans le programme. Et ensuite, le deuxième point qui me paraît important en termes d'évaluation, c'est le nombre de gens qui adhèrent à l'initiative, à la fois dans l'organisation et à l'extérieur de l'organisation. Si je n'avais eu que un ou deux auteurs qui seraient venus dans la Red Team, nous, on a reçu plus de 600 candidatures l'année dernière,
Bon, je pense que déjà, ça veut dire que la démarche plaît, et au-delà de qu'elle plaise, elle a un sens profondément citoyen. Et donc, les gens ont envie de participer et d'apporter des éléments à ce débat. Donc, il y a un vrai engouement, et cet engouement, bah, il est mesurable. Et le dernier point, c'est qui, au sein de l'organisation, adhère à la démarche jusqu'au plus bas échelon. Et ça, bah, on le mesure également grâce à la Blue Team. Pareil, si lorsqu'on a commencé à créer la Blue Team, je n'avais eu que 2 ou 3 participants, on se serait dit, bah, il n'y a pas de pertinence, les gens n'ont pas besoin de se faire bousculer ou d'aller chercher quelque chose de nouveau. Or, aujourd'hui, bah, on refuse des gens. Donc, forcément, c'est qu'il y a un engouement et les gens ont envie d'en savoir plus et ils ont envie de travailler. Maintenant, bah, il y aura une mesure à faire dans la durée, c'est-à-dire que la Red Team, elle se lance sur 3 saisons et on verra si, au fur et à mesure des saisons, bah, on a encore plus d'appétence pour cette initiative et les gens s'inscrivent dans le long terme de cette démarche, ou est-ce que bah, finalement on est dans quelque chose qui avait un bel effet d'annonce mais qui n'est pas constant. On va mesurer tout ça, et puis le plus important pour nous, le ministère des Armées, c'est comment les menaces futures, on va leur apporter une réponse. Et donc la mesure de cette réponse, elle va se mesurer avec les projets et les différentes études qui vont être lancées, mais ça demande du temps, évidemment, tout comme en innovation. Cette mesure-là, elle demande du temps. Est-ce que quelqu'un d'autre veut apporter un complémentaire? Bon, je peux ajouter pas grand-chose, enfin juste confirmer ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire qu'on a généralement, pour évaluer une action prospective ou une démarche prospective, un certain nombre d'indicateurs qui tournent effectivement autour de la participation des acteurs, autour de leur tenue aussi, de la tenue de cette participation dans le temps, au niveau du respect des livrables, dans les délais. Enfin voilà, il y a plein de. Ce sont des critères qui sont très, très triviaux, on va dire. La seule chose que je veux dire, le seul critère qu'on n'utilise pas, c'est est-ce qu'on a bien prédit l'avenir dans les scénarios, quoi. Voilà. Parce que ça, je rappelle, la prospective, ça ne sert pas à prédire l'avenir. Parce que souvent, on nous le fait. Hein. Ouais. C'est-à-dire que, en gros, ah oui, mais vous n'avez pas vu ça. Bah non, on n'a pas vu ça. Mais bon, voilà. C'est tellement facile, une fois que les choses sont passées, de se dire qu'on aurait pu les voir, quoi. Hein. Oui. Donc, ce n'est pas l'objet de la prospective. Encore une fois, ce n'est pas de prévoir. Donc, on peut pas mettre ça, on ne peut pas poser ce critère-là comme un indicateur d'évaluation d'une démarche de prospective. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens, en tous les cas. Mais par contre, des indicateurs qualitatifs d'adhésion, peut-être d'impact adhésion, engagement, les actions, voilà ce qu'on fait. Alors, ça prend du temps, effectivement, hein, mais peut-être revenir auprès des acteurs quelques années plus tard pour voir qu'est-ce qui a été mis en œuvre et qu'est-ce qui n'a pas été mis parmi les actions proposées, voilà, combien ont été mises en œuvre ou pas, etc. Enfin, il y a tout ce genre d'approches qui peuvent être intéressantes. Magali, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Bah, je souscris pleinement à ce qu'ont évoqué Jean-Baptiste et Philippe. Et oui, pour nous, vraiment, le principal indicateur, c'est est-ce qu'à l'issue de cette démarche, il y a des choses qui ont bougé? Est-ce qu'on a fait bouger des lignes? Est-ce qu'on a généré des prises de conscience? C'est une première étape, mais est-ce que derrière, elles ont été suivies de prises de décision ou de mesures? Et donc, du coup, c'est à la fois nous, on le fait, on le regarde en interne, mais c'est aussi, c'est aussi une des missions qu'on confie aux instances dont je vous parlais tout à l'heure à l'issue des grands débats, quoi, que vraiment il y ait ce travail de suivi. Et puis eux-mêmes, par exemple, la commission permanente Loire qui s'est créée à l'issue du débat Loire qui avait eu lieu en 2015, elle a produit l'année dernière son rapport d'activité au bout de 6 ans d'activité, à la fois quel point de vue il portait sur l'action mise en place par la collectivité, mais aussi quel point de vue il portait sur leur action eux-mêmes. Donc, on a vraiment une culture un peu d'auto-évaluation permanente et par des tiers impliqués qui fait partie un peu de notre ADN, en tout cas. Super. Bon, merci beaucoup à tout le monde pour ces témoignages passionnants et pour aussi ce temps de questions-réponses. J'espère que pour les participants et pour les intervenants, vous avez apprécié ce moment. Moi, en tout cas, j'ai appris plein de choses, donc c'est toujours génial. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un webinaire qui va être spécial design fiction, comme on fait beaucoup de design à la DITP et qu'on a parlé prospective là aujourd'hui. Ça sera l'occasion d'apporter des éléments complémentaires. On va mettre en ligne le replay. Vous aurez toutes les informations qui ont été données sur le chat pour vous cultiver, pour apprendre plein de trucs. Donc ça, c'est chouette.
Si vous voulez nous poser plus de questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse Futur Public. On vous répond. Voilà, et vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, où il y a plein d'infos sur ce que fait la DITP, mais aussi sur ce que font les communautés en général. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter. Et du coup, encore merci à Magali, Philippe et Jean-Baptiste pour leur temps et puis pour leurs témoignages précieux. Et Merci. on vous donne rendez-vous du coup au mois prochain. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au Bonne revoir. fin de matinée. Au revoir.